Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Alors cette semaine, dans le kiosque, nous ferons un voyage dans le temps en direction les années 70 à l'occasion de la visite d'un appartement reconstitué. Enfin, Nicolas Gervais nous présentera la nouvelle saison du théâtre de Guyancourt, mais pour l'heure, place à notre invité. Les vacances d'été approchent et il vous manque peut-être des idées de lecture. En effet, quoi de mieux qu'un bon livre pour se détendre? Ça tombe bien, nous recevons ce soir un romancier. Bonsoir Xavier Seigneau. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de français, vous avez publié 3 romans. Alors, avant qu'on parle de chacun d'eux, déjà pour un peu mieux vous connaître, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que j'ai plusieurs motivations. Déjà, je voulais partager des aventures avec les lecteurs. Moi, quand je lis, quand je regarde un film, quand je lis une bande dessinée, c'est vrai que je me dis que c'est génial de pouvoir faire rêver les lecteurs, les spectateurs. Et donc du coup, première motivation, c'est vraiment essayer de faire rêver les gens. Et deuxième motivation, je pense que c'est de faire découvrir des sujets ou faire réfléchir sur des sujets. C'est vrai que c'est quelque chose depuis l'enfance, vous y pensiez? Ou c'est venu plus tard? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais adolescent, j'écrivais, mais j'écrivais des demi-pages d'histoire, puis ça finissait à la poubelle. Je m'étais essayé à faire une bande dessinée, bon, je savais pas dessiner, donc je suis passé assez vite. Mais c'est vrai que j'aimais déjà raconter des histoires, du moins dans ma tête, et puis essayer de les faire, de les mettre à l'écrit. Mais ça n'a pas vraiment marché. L'écrit, c'était pas facile pourtant. Hein. Voilà. Apparemment, le français au collège, c'était compliqué. Voilà, c'est vrai qu'au collège, je lisais beaucoup à côté, mais c'était ma lecture personnelle en fait. Je lisais, je me rappelle plus ce que je lisais, mais beaucoup de romans scientifiques, je lisais beaucoup d'Afro-Américains aussi, mais je lisais pas vraiment ce qu'on me donnait dans le programme. Donc du coup, ça crée un décalage entre moi et le collège, et c'est après que j'ai commencé à vouloir. Est-ce que c'était pas aussi finalement écrire ce que vous ne trouviez pas aussi forcément envie de donner envie au travers d'histoires qu'on ne trouve pas habituellement? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que je me suis dit, mon premier roman que j'ai écrit, plus pour les adolescents, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'écrire une histoire qui soit vraiment pour les adolescents. Alors on va en parler justement. Ce premier roman, il s'appelle Au jour le jour, sorti en 2008. Ça s'adresse à des adolescents et vous y parlez de violence et de l'influence justement chez les jeunes. Racontez-nous quelles étaient vos intentions, parce qu'il y a une sorte de double lecture. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez envie d'amener les gens à se poser des questions. Donc là, c'est le cas, on a la partie réflexion et sur un fond d'aventure. C'est ça, exactement. Bah voilà mon premier roman qui est ici. Voilà, quand je l'ai écrit, je me suis dit, j'aimerais bien raconter une histoire pour les adolescents. Donc ça se passe dans un lycée. Et je pense que pour les adolescents, ça peut être une aventure vraiment super parce qu'ils vont se reconnaître vraiment dans les personnages. Il y a de l'action, il y a de l'amour, de la haine, de la trahison, c'est les relations humaines qui Exactement, sont voilà. en fait, Je montre les relations humaines, la psychologie de chaque personnage, l'évolution aussi, les ambitions de chacun par rapport aux autres. Et je pense que cette aventure peut plaire beaucoup aux adolescents, aussi, excusez-moi, aussi aux adultes. Mais j'ai fait exprès de mettre que tout ça soit reposé sur une réflexion, justement sur l'analyse, sur des jeunes. La quête de la popularité. Voilà, la quête de la popularité, l'influence, l'engrenage dans la violence. Le système scolaire, mine de rien aussi, c'est un peu plus en fond, mais il y a quand même pas mal de petits éléments que je glisse. Ah, mais c'est pas possible, excusez-moi, que je glisse à gauche, à droite sur des réflexions sur le système scolaire, les jeunes dans ce milieu-là. Et je pense que cette double lecture permet vraiment au jour le jour d'accrocher les jeunes, d'accrocher les moins jeunes et d'y voir chacun ça son s'adresse intérêt. à un public assez large. Voilà, exactement. Voilà. J'ai vraiment eu des retours d'adolescents qui m'ont dit qu'ils ont adoré parce que vraiment ils se sont reconnus. Et j'ai eu des retours par exemple de personnes plus âgées, d'hommes, de femmes et qui ont trouvé très intéressant justement comment j'ai mis en scène ces adolescents en fait. C'est ce que j'ai montré avec ces adolescents. Alors justement parlant de mise en scène, ça c'est aussi une de vos spécificités. Dans votre style d'écriture, vous avez cette vision cinématographique en fait. Exactement. C'est vrai que moi ce que j'aime c'est montrer... J'aime bien montrer des actions en fait. J'aime bien créer de l'émotion à travers ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai une écriture assez, on m'a souvent dit ça, assez cinématographique.
on a l'impression de voir un film quand on lit mes romans. Beaucoup de gens m'ont fait cette remarque en fait, et je me suis rendu compte à force d'avoir cette remarque, effectivement, que quand j'écris, je visualise tellement ce que je vais écrire et ce que j'ai envie de faire passer comme émotion que finalement, le lecteur le ressent aussi. C'est le but, hein, d'ailleurs. Alors, deuxième roman dont on va parler, c'est Créatio. Voilà, alors oui. là, c'est le premier tome d'une trilogie intitulée L'Enfer est sur Terre. Donc, c'est plutôt un thriller fantastique. Exactement. Allez, donnez-nous envie justement de le lire. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Créatio. Il n'a rien à voir avec Au jour le jour, c'est vraiment un autre style fantastique. Je vous propose, c'est de lire la 4e de couverture. C'est très parlant. Ok. Donc, au milieu de l'Amazonie, dans les tréfonds de la terre, dort un secret sur l'origine de la vie et des dieux qui bouleverseront notre vision du monde. Victime d'un accident au cœur de cette jungle, un groupe de vacanciers va attendre indéfiniment les secours avant d'être contraint de s'enfuir. Alors, en fait, on est là encore une fois dans l'idée d'une aventure, des survivants dans l'Amazonie, etc. Ouais. Et vous y incluez aussi la dimension de réflexion, là encore, sur l'existence, voilà. En fait, l'existence de Dieu. Exactement. En fait, et comment vous abordez j'ai toujours cette double thématique lecture. Là, on a le côté aventure, clairement. Donc, des survivants, une jungle, comment survivre, comment ne pas perdre la tête au milieu de cette jungle, comment se nourrir, quelles sont les tensions qui vont naître peu à peu entre les survivants. Mais il y a aussi une réflexion. Et au bout d'un moment, ils vont tomber sur quelque chose, et j'ai pas envie d'en dire trop, qui vont leur montrer une autre vision du monde. Et toute la trilogie de ce qu'on appelle donc L'Enfer est sur Terre, toute cette trilogie, le premier c'est Créatio, le deuxième ce sera Pandore, il sortira fin d'année je pense, et le troisième il sortira l'an prochain, ce sera Entropia. Chaque tome aborde une question sur les origines. Le premier c'est les origines de Dieu. D'où vient Dieu ? Vous l'abordez d'un point de vue scientifique, c'est ça ? C'est ça en fait. Pas question de religion. Voilà, je n'attaque pas les religions spécialement. Je me suis dit, j'aimerais bien que chacun en fait réfléchisse sur sa manière de voir Dieu. Donc voilà, le côté réflexion. Et moi en fait, qui a une vision assez scientifique du monde, je pense que les scientifiques arrivent à décrire comment marche la vie, comment marche l'univers, l'astronomie, la physique, etc., les mathématiques. Mais après, je me suis posé la question, mais pourquoi tout ça en fait ? Pourquoi la vie ? Pourquoi Donc c'est plutôt philosophique. C'est philosophique, mais chacun y trouvera ses réponses. Exactement, voilà. C'est vrai que ce que je montre, j'ai pas voulu. Ce que je montre, c'est vraiment une image de la réalité en fait. Et chacun peut traduire cette image comme il le souhaite. Et donc le premier tome est une question sur les origines de Dieu. Dernier roman également qu'on va pouvoir découvrir. Alors là, c'est un autre style d'écriture, c'est Tentation. Alors là, sur la 4e de couverture, vous dites qu'il s'agit d'une histoire tirée d'un rêve, qu'ensuite vous avez romancé. Est-ce que c'est vrai ? Voilà. Ou est-ce que c'est pour attirer le lecteur ? Non, alors en fait, c'est vrai que Tentation, c'est vraiment, il a une place vraiment à part dans. Vous l'avez écrit en 2 semaines. Voilà, c'est ça en fait. Il a une place totalement à part dans mes romans. D'habitude, mes romans, je les conçois à l'avance, je conçois l'histoire, je fais des trames, j'écris sur d'autres feuilles des idées. Tentation, c'est une histoire qui est venue à moi. J'ai fait un rêve, sans être Martin Luther King. Et vraiment, c'était une histoire qui avait un début, une péripétie, situation initiale, jusqu'à la fin, dénouement. Et je me suis réveillé, je me suis dit, faut que je l'écrive. Et donc à ce moment-là, j'étais en train d'écrire Pandore, donc il y a la suite de Créatio. J'ai arrêté l'écriture de Pandore pour je voulais absolument mettre sur écrit ce rêve. J'ai romancé, j'ai ajouté pas mal d'éléments que je trouvais intéressants dans cette histoire, et ça a donné Tentation. Je l'ai écrit en 2 semaines. Et c'est un livre qui est écrit à la première personne. Qu'est-ce que ça apporte dans l'histoire, cette je dirais première personne ? Que Tentation, ça m'a beaucoup appris en fait, vraiment beaucoup appris. Le fait d'écrire à la première personne, ça m'a vraiment libéré dans l'écriture. Je pouvais écrire comme je voulais. Il n'y avait plus de contraintes. Déjà, j'avais pas de contraintes d'histoire, parce que comme c'était tiré d'un rêve, l'histoire, elle est ce qu'elle est, elle est venue à moi, j'avais pas besoin de réfléchir dessus. Et en plus, le fait d'écrire à la première personne, j'avais pas de contraintes de langage. Et du coup, j'ai pu vraiment me lâcher, écrire comme je voulais. Et ça m'a beaucoup appris. Et du point de vue du lecteur, qu'est-ce que vous souhaitez créer ? Sur le lecteur, ce que j'ai voulu faire et les retours que j'ai, donc je me dis tiens, c'est intéressant parce que ça a marché, c'est que les gens les lecteurs sont beaucoup plus impliqués dans l'histoire. Il
Il Quand y ils a le une lisent à la confusion fin. entre eux et le lecteur. Mhm. Et j'ai plusieurs éléments que je mets en scène dans le roman pour justement que la barrière entre le personnage et le lecteur soit quasiment brisée en fait. Mhm. Et donc du coup, c'est ça que je voulais faire, c'est que chaque lecteur, finalement, quand il voit ce personnage agir, réfléchir à ce qui lui arrive, interagir avec le monde extérieur, finalement, eux-mêmes, ils se posent la question, bah tiens, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, comment je verrais la chose en fait. En tout cas, pour retrouver ces 3 romans, direction le site internet qui s'affiche. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous. Et si on faisait à présent un saut dans le temps, un voyage même à Guyancourt pour marquer le 40e anniversaire du quartier du Pont du Routoir, les habitants ont eu la chance de vivre un véritable retour vers le futur. Des images de David Carpentier. Mobilier gonflable, couleurs et formes improbables, pas de doute, nous avons remonté le temps où le plastique et la bakélite font irruption dans notre quotidien et révolutionnent même nos modes de consommation. Bienvenue dans les années 70. À l'occasion des 40 ans du quartier du Pont du Routoir à Guyancourt, la ville propose à ses habitants de revivre un moment d'histoire à travers la reconstitution partielle d'un appartement de l'époque. Dans cet appartement, on peut donc découvrir toutes les pièces qui contiennent du mobilier, qui donc caractéristiques de ces années-là. C'est plus une évocation des années 70 qu'une reconstitution réaliste. Réalisées grâce aux collections du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, les visites ont permis aux nostalgiques de redécouvrir l'esthétique caractéristique de la fin des 30 Glorieuses et d'initier les plus jeunes aux tendances colorées. On a reçu évidemment beaucoup de classes de toutes ces écoles de Guyancourt qui ont pu découvrir tout ce mobilier, toutes ces formes, ces couleurs qui sont vraiment celles qu'ont connues leurs parents, voire leurs grands-parents. Et donc cette exposition leur a permis vraiment de s'initier à cette esthétique et puis aussi de retrouver le côté ludique du design de l'époque, à la fois esthétique et pratique. Il y a donc des motifs qui sont vraiment très caractéristiques et qui les ont frappés. Parfois, ces enfants avaient vraiment envie de retrouver, de vivre dans cet appartement. Finalement, l'esthétique ludique et colorée a été vraiment les a enchantés pour la plupart, et ils étaient très réceptifs en tout cas. On a eu de très bons retours puisque les habitants du quartier ont eu la chance de retrouver donc ces archives à travers les films, en se retrouvant parfois même dans ces films des proches. Et donc ça fait partie d'une histoire, l'histoire d'un quartier, c'est l'histoire presque une grande famille en quelque sorte. Cette semaine, l'association Art en Tête organisait un stage de sculpture aux granges de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. Mathilde Cadberne et Juliette Pousson ont suivi les stagiaires dans leur découverte de la taille de pierre. Josette est à son 4e stage de sculpture. Elle s'inspire cette fois-ci d'une statue d'un sculpteur peu connu. Devenue experte du burin et du marteau, elle tente malgré tout de définir les qualités nécessaires pour tailler la pierre. Peut-être un petit sens artistique. C'est vrai que la dimension en 3D, on n'y est pas très habitué. On peut dessiner, on peut voir beaucoup d'images. On est un siècle d'images. Mais le 3D, c'est voir à la fois vue du haut, vue de derrière, etc. Et puis que tout soit plausible en quelque sorte. Un travail qui demande du temps, une bonne semaine pour finir cette statue. Pas besoin d'être un professionnel pour participer à l'un de ces stages. C'est avant tout un moment de convivialité et de rencontre, mais pas seulement. C'est un temps où ils se mettent à part et laissent leur activité pour venir sculpter. C'est aussi un loisir de réalisation de soi, de sculpter. Puis c'est pérenne, une sculpture. Bon, on l'a chez soi, on la garde longtemps, on peut la mettre à l'extérieur. Et ça, c'est sans doute ce que ça plaît. Vendredi 5 juillet, les apprentis sculpteurs exposeront leurs œuvres aux granges de Port-Royal-des-Champs à Magny-les-Hameaux.
Nicolas Gervais a rencontré cette semaine Johan Lavabre, le directeur de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, et il nous présente sa nouvelle saison. Saviez-vous que l'on pouvait danser sur les musiques d'Alain Bachung? Saviez-vous qu'à Guyancourt, il existe 3 journées de festival pendant lesquelles le public grandit du matin jusqu'au soir, non? Eh bien, Johan Lavabre, le directeur de la ferme de Bel-et-Bas, vous explique tout en vous présentant sa saison. C'est tout de suite dans le kiosque. C'est une saison, comme toutes les saisons de la ferme de Bel-et-Bas, avec un accès sur la création. La création, c'est évidemment très important au cœur de cette programmation, puisque c'est une vingtaine de spectacles sur les 45, et c'est également 7 résidences de création. Donc voilà, c'est vraiment la marque de fabrique du lieu. A-t-elle pu me ravir sa tendresse? Nanine, au ciel, qu'elle soit! Nanine. N'est-il pas vrai que Nanine est charmante? Non. Nanine. Parlez pour nous protéger, Blaise. Insolente, à quel horrible. Répondez donc, J'en pourquoi ne me rien dire? J'ai des écus. Pierre Blaise, mon père, m'a laissé 3 bons journaux de terre. Tout est pour elle, tout, écu compte en journaux, tout, mon avoir et tout ce que je vaux. Oh. Tout est pour elle, tout, écu compte en journaux, tout, son avoir et tout ce qu'il vaut. Le théâtre contemporain, bien entendu, mais avec également des ouvertures sur toutes les autres disciplines, hein, que ce soit la danse, que ce soit évidemment la poésie, la marionnette. Il y a beaucoup de marionnettes cette saison, c'est comme ça, mais également l'opéra, puisqu'on aura 2 opéras, dont un qui sera en résidence de création, un opéra jazz d'Isabelle Olivier, qui est donc une harpiste, compositrice, un opéra inspiré du Baron Perché, qui s'appelle Don't Worry, Be Harpy. Depuis 3 ans, la ferme de Bel-et-Bas maintient cet engagement en proposant autant de spectacles écrits par des femmes que par des hommes et mis en scène par des femmes que par des hommes. Les temps forts, ce sont évidemment les 7 résidences de création et les 3 journées consacrées aux traditions et arts populaires que sont le cirque, le conte et la marionnette. Donc ce sont nos journées festivalières. Qu'est-ce que c'est que ce cirque et qu'est-ce que tu racontes? C'est de la manipulation qui auront lieu au mois d'octobre, au mois de décembre et au mois de mai. Et le principe, c'est de prendre une discipline, donc par exemple le cirque, plus précisément le clown, le conte et la marionnette, et de faire grandir le spectateur au fil des heures. Donc on commence avec des propositions pour les tout petits, parfois même à partir de 1 an, le samedi matin, à partir de 11 h. Et puis ensuite, à 14 h 30, on va s'adresser à un public un tout petit peu plus âgé, à partir de 6 ans, 7 ans. Et à 18 h, à un public familial beaucoup plus large, à partir de 8 ans ou de 10 ans, enfin pour tout le monde. Blanche la mer et blanc les féeries, blanche nos mamans dans le fond, et blanche les cendres dans le ciel tout blanc. Et blanc tout sera blanc. Et pouf, maman dans le vent. Pourquoi tu pleures jamais? Les pieds dans l'eau, tu veux? Tu veux, toi? T'as pas le droit. T'as pas le droit. À quoi tu penses? Elle sera contente. Tu crois? J'en suis sûre. Je pourrais vous parler d'Apache, d'Amid Ben Mahi, un spectacle de danse hip-hop qui croise l'univers musical de Bachung.
réaccueillir Joël Pomera à la ferme de Bel-et-Bas. Et vous savez que la ferme de Bel-et-Bas a été une étape importante dans le parcours de cet immense auteur, metteur en scène, de spectacles beaucoup plus intimistes comme Maman dans le vent de Jacques Descordes, qui est une très très belle réalisation. Nanine de Voltaire, une mise en scène très originale autour d'un texte oublié aujourd'hui, d'une grande vitalité. Voilà, mais il y en a vraiment beaucoup et moi je ne peux pas choisir. Voilà pour la ferme de Bel-et-Bas. Et maintenant, je vous laisse avec Aurélia et je vous dis à la saison prochaine. À bientôt. Au revoir Aurélia, bon été. Très bien la coupe là, super. Nous sommes mercredi, découvrons à présent vos sorties ciné au micro de Jonathan Villeman. Le casting est plutôt intéressant, mais l'histoire, je suis resté un peu sur ma faim. J'ai trouvé l'histoire un peu légère. Film très sympa. J'aime bien les personnages, Pierce Brosnan, Emma Thompson. C'était très agréable. C'est vraiment excellent. C'est drôle, c'est plein d'émotions, c'est plein d'action. C'est vraiment une suite excellemment réussie. Je pense que c'est un film qui est tout public. Et puis il y a quand même aussi de l'émotion dans le film. Très bien, un peu triste pour les enfants quand le père meurt, mais très bien. Des bons effets spéciaux, des bonnes aventures, très bien. J'ai beaucoup aimé, surtout quand il y a le gros dragon qui a fracassé tout. J'aime les westerns, les paysages de western, et puis il y a beaucoup d'humour et c'est très bien. Allez, je vous propose à présent d'autres idées de sortie ces prochains jours et pourquoi pas une balade à vélo sur les traces du Roi Soleil. Alors avec cette balade, le musée de la ville vous entraîne à la découverte de l'ancien réseau d'étangs, d'aqueducs et de rigoles de Louis XIV. Et c'est donc samedi à partir de 11h, pensez à réserver auprès du musée de la ville. Cette année encore, le quartier du Buisson à Manille-les-Hameaux va s'animer du 7 au 13 juillet à l'occasion de l'opération Remets tes tongs. Des ateliers artistiques, des défis sportifs, des activités manuelles seront proposées pour toute la famille. Rendez-vous sur le site internet pour retrouver tout le programme détaillé. Voilà, notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc la semaine prochaine à 18h30. À mercredi.